Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Alors aujourd'hui, une émission un petit peu particulière et exceptionnelle sur l'influence des médias sur la campagne présidentielle. Maintenant que nous avons les résultats, il est temps pour Immédiat de dresser un petit peu un bilan des différentes manipulations journalistiques et médiatiques de cette campagne, de ces derniers mois du moins. Absolument. Alors d'abord, il faut noter une chose, c'est à l'élection présidentielle qu'il y a la plus forte participation électorale, plus qu'aux législatives, plus qu'aux municipales, plus qu'aux départementales ou régionales, pour une raison principale, c'est que c'est l'élection dont les médias parlent le plus et qui permet une personnalisation puisqu'il y a un seul candidat par formation pour toute la France. Et donc, c'est la première donnée à retenir, forte participation à l'élection présidentielle parce qu'il y a une assez forte pression médiatique. Et vous avez donc écrit un article justement qui revenait sur cette campagne présidentielle, un petit peu sur ses résultats également, que vous avez publié sur le site Polémia, qui est votre propre fondation. C'est un article qui se compose de 10 commandements à suivre obligatoirement par un journaliste, donc des 10 commandements satiriques du journaliste en temps de campagne. Voilà, alors j'essaye d'interpréter comment les médias, globalement, ont manipulé, orienté l'élection présidentielle pour aboutir à ce qui était l'objectif du système, peut-on dire, qui était la réélection de l'immense président Macron. Objectif atteint. Objectif atteint, bravo les gars, 58% et demi, bravo les gars, quoi. Oui, l'objectif atteint. Bon, restez avec nous tout de suite, le premier commandement du journaliste. Le premier point de votre article est des plus pertinents, Jean-Yves. Toute cette campagne a été menée comme si le résultat était déjà joué d'avance finalement, et absolument certain. Je me souviens d'un sondage d'opinion, par exemple, de mai 2019, donc peu avant les européennes, qui donnait un résultat déjà étrangement proche de celui du scrutin. Emmanuel Macron, 57%, Marine Le Pen, 43%, mai 2019 quand même. Et c'est assez proche des résultats qu'on a eu. Assez proche, bon, Marine Le Pen a fait un petit peu moins, mais enfin c'est assez proche, oui. Pareil, en juillet 2021, par un autre institut d'ailleurs, à 2 ans d'écart, c'est... depuis 2019, on nous vend en fait ce duel Macron-Le Pen qui est... on le voit et on l'a constaté dans les urnes, avantageux pour Emmanuel Macron. Ça a été la finale était annoncée. Alors on a eu là effectivement, vous citez des sondages à 43-57. Il y en a eu d'autres beaucoup plus majoratifs pour Marine Le Pen, qui étaient à 44, voire à 46, voire à 48. Je crois qu'il y en a même eu à 48,5 ou 49. Et donc ça installait un peu l'idée. C'était d'ailleurs un des axes de campagne utilisés par Marine Le Pen. C'est moi qui serai au second tour et c'est moi qui suis la mieux placée pour l'emporter sur Emmanuel Macron. Et ce discours-là a finalement été assez largement porté par les médias. Voilà, avec l'idée, au deuxième tour, on verra ce qu'on verra. Et où est la manipulation médiatique alors ? Où est la manipulation médiatique ? C'est dans le fait d'installer l'idée que c'est ça le deuxième tour. Et donc, faut savoir que dans les sondages, il y a une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'un sondage qui annonce une situation contribue à créer la situation. Par exemple, si vous installez l'idée que Mélenchon peut être au deuxième tour, ça va le renforcer et en même temps ça va renforcer ses concurrents susceptibles d'être aussi au deuxième tour. Voilà. Mais ça va concentrer l'attention sur lui. Ça concentre l'attention. Le sondage concentre l'attention sur ceux qui paraissent en tête. On parle de ceux qui sont en tête et comme on parle de ceux qui sont en tête, on les conforte en tête. Voilà. Oui. C'est le côté prophétie auto-réalisatrice. Donc c'est les médias qui mettent leurs projecteurs un petit peu sur les candidats de leur choix. Alors vous mentionnez également dans votre article un concept intéressant qui est similaire à celui-là. C'est celui de la fenêtre d'Overton et c'est donc votre deuxième point. Autrement dit, donc cette petite fenêtre de ce qui est permis de dire en société et dans le débat public sans s'attirer finalement l'opprobre du système. C'est une fenêtre bien difficile à déplacer, vous en conviendrez. Oui, encore qu'elle
a été déplacée, mais par les médias. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, expliquez-nous déjà ce qu'est la fenêtre. Alors, la fenêtre d'Overton, c'est la zone... elle est ouverte sur ce que vous pouvez dire, ce qui est acceptable ou ce qui est recommandable. Et à droite ou à gauche de la fenêtre, vous avez ce qui est impensable ou considéré comme extrêmement radical. Et la fenêtre d'Overton, elle a pu se déplacer au cours des dernières années sous la pression de campagnes médiatiques. Je vous donne un exemple. Le mariage homosexuel, il y a 30 ans, c'était impensable. Aujourd'hui, remettre en cause le mariage de personnes de même sexe, c'est impensable. La fenêtre d'Overton s'est déplacée. On se rappelle d'ailleurs de la campagne médiatique en 2012 qui s'était vraiment focalisée là-dessus. Et c'est ça qui a peut-être contribué à déplacer la fenêtre. Voilà. Il y a eu un tel matraquage. C'est le matraquage médiatique. Et après, si vous critiquez la position dominante, à ce moment-là, vous apparaissez comme radical, voire exprimant des opinions même impensables. Vous avez un autre exemple. Aujourd'hui, 400 000 entrées d'étrangers non européens par an. Il y a 30 ans, c'était impensable. Aujourd'hui, si vous critiquez ça, vous êtes limite extrémiste, ou en tout cas, on vous dit mais comment vous allez faire, comment vous pouvez empêcher ça, et c'est malheureux qui fuit la guerre, voilà. Donc, si vous voulez, ce qui était impensable est un peu aujourd'hui obligatoire. Vous avez un autre élément qui est encore plus extraordinaire. On a vécu sur un moment où il était interdit d'interdire, où la liberté d'expression était une valeur cardinale. Aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est M. Antoine qui nous a dit ça, est liberticide. Et défendre la liberté d'expression, ça devient quasiment extrémiste. C'est très ordinaire. Alors, c'est très simple. Quand vous allez dans les médias, si vous êtes à l'intérieur de la fenêtre d'Overton, on vous parle gentiment, on vous laisse développer vos arguments paisiblement, on opine du bonnet, on opine du chef, etc. Donc ça, c'est qui dans cette campagne? C'est Emmanuel Macron, les écologistes? C'est un peu tout le monde. Centre, et même par certains côtés, Marine Le Pen, qui a évité les aspérités. Par contre, si vous dites autre chose, alors là, vous êtes canonné, vous êtes agressé quand vous parlez, c'est beaucoup plus difficile. Du Covid, tu parleras un peu, beaucoup, passionnément. C'est le titre de votre 3e commandement du journaliste Jean-Yves. Il est vrai qu'il y a bien un sujet dont on a entendu parler tous les jours pendant 2 ans et particulièrement pendant la campagne présidentielle, c'était celui de la pandémie. Cependant, est-ce bien une technique de manipulation journalistique de l'élection ? Oui, parce que ça a occupé les esprits, et de manière émotionnelle, puisqu'on parlait des morts. Alors bien sûr, il y a eu des morts du Covid. Depuis 2 ans, il y a à peu près 1 mort sur 20 qui a été dû ou avec le Covid en France. Bon, donc il y a eu des morts du Covid, mais il y a eu aussi des morts, évidemment, de beaucoup d'autres choses, évidemment. Mais on a focalisé là-dessus de manière émotionnelle. Alors vous savez, ça ouvrait les journaux de 20 heures. Sur les chaînes en continu, il y avait les bandeaux qui annonçaient le nombre de contaminations, le nombre de morts, en France ou ailleurs d'ailleurs. Bon voilà. Donc on a occupé l'esprit des gens avec cela, évacuant évidemment les autres sujets politiques comme l'insécurité par exemple, ou l'immigration, ou la souveraineté économique, que sais-je encore. Alors, ça a été un avantage pour Macron, là, de manière très précise, puisque, en gros, par rapport au Covid et sur l'arbitrage santé-liberté, on va dire, tous les électorats étaient un peu divisés. Entre les jeunes et les moins jeunes et les vieux, entre les hypocondriaques et les insouciants, tous les électorats étaient divisés. Et donc, c'était difficile pour les candidats d'aborder ce sujet sans risquer de braquer une partie de leur électorat. Pour Macron, c'était tout bénéfice parce qu'il avait d'abord son électorat âgé qui lui a assuré quand même sa majorité,
qui était quand même assez sur la ligne du gouvernement. Et puis, il avait un électorat plus conformiste, qui était aussi sur la ligne du gouvernement. Et enfin, il apparaissait comme le chef de guerre, donc il bénéficiait, le chef de guerre contre la maladie. Et donc, il bénéficiait de l'effet drapeau, de l'effet légitimité, quoi. Voilà. Donc c'était bon pour lui que l'actualité, que les médias, et d'ailleurs le Covid est resté dominant jusqu'au mois de janvier quasiment. Oui, de manière diffuse, et puis après ça a été remplacé par l'Ukraine. Après ça a été remplacé par l'Ukraine. Alors, il y a une constante de cette campagne, ça a été la diabolisation, Jean-Yves, et elle semble avoir porté ses fruits, puisque finalement les 2 candidats du camp national ont été battus dans les urnes. Éric Zemmour particulièrement, puisqu'il a connu une chute cuisante et inexorable. On se rappelle de ces moments de matraquage médiatique, notamment autour de ses propos, de son programme, de son entourage, de ses meetings, etc. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus pour nous ? Alors, effectivement, par rapport à la diabolisation, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase de la diabolisation de Zemmour avant le premier tour, et il y a eu la phase de la diabolisation de Marine Le Pen, on y reviendra, après le premier tour. Avant le premier tour, c'est Zemmour qui a ramassé toute la diabolisation, avec, on peut dire, trois grandes séquences diabolisantes. La première séquence, c'est au mois d'octobre-novembre, sur ses écrits, où il est accusé d'avoir défendu Pétain. Voilà, à un moment, moi, je croyais que Pétain était candidat à l'élection présidentielle. Tellement on en parlait, je me disais, c'est quand même étrange, mais non. Donc, on l'a accusé là-dessus. Bon, sur la base d'une controverse historique. On l'a aussi accusé de misogynie sur la base d'analyses sociologiques qu'il avait fait dans son ouvrage intitulé Le premier sexe. Le premier sexe étant, en l'occurrence, dans l'ouvrage, le sexe féminin. Bon, donc ça a été la première phase de diabolisation. Et puis, il y a eu une deuxième opération de diabolisation en janvier, où on lui a reproché des déclarations sur le handicap. Alors là, c'est d'une injustice absolue, puisqu'il voulait parler du sujet de l'éducation, du sujet d'instruction, qui est un sujet central. Les médias, ça ne les a pas intéressés. Par contre, ils ont pris une petite phrase. Il était interrogé par une enseignante sur le fait de savoir si c'était une très bonne chose ou pas de mettre les enfants handicapés dans les structures scolaires traditionnelles. Et il a répondu qu'il ne fallait pas avoir une vision excessive de l'inclusion et que faut arrêter d'avoir l'obsession de l'inclusion. L'obsession de l'inclusion, bon, ce qui est plutôt du bon sens, hein, puisqu'il y a des enfants pour lesquels c'est bien d'être avec les autres à l'école et d'autres pour lesquels c'est plutôt mieux, à la fois pour leurs condisciples et pour eux-mêmes, d'être à l'extérieur. Bon, c'est une déclaration de bon sens qui a été d'ailleurs soutenue par beaucoup d'associations de handicapés et par des parents condamnés par toute handicapés, la caste, mais condamnés par la caste, avec des déclarations. En fait, on ne citait plus ce qu'il avait dit, on disait qu'il avait tenu des propos absolument insupportable sur le handicap, voilà. Et donc, on l'a diabolisé sur ce sujet. Et pitoyable, impardonnable, Éric Zemmour provoque un tollé après ses propos sur les enfants handicapés. Voilà, alors le tollé, quand on dit provoque un tollé, c'est le tollé dans les salles de rédaction, qui se sont plus ou moins concertés pour monter une opération en mayonnaise. Ça, le tollé, c'est 3 journalistes qui s'échangent des SMS, quoi. Voilà. Bon, il y avait toute la séquence avec ces meetings aussi. Présidentielle, quand Éric Zemmour parle, ses militants frappent en référence à, vous savez, à l'escarmouche au sein du meeting de Villepinte. Oui, avec la provocation de SOS Racisme. Oui. Exactement. Hier, le candidat d'extrême droite s'est adressé à la foule dans un déferlement de haine, comme la France n'en avait plus connu depuis les années 30. Il pense ainsi pouvoir se qualifier. Ça, c'était Challenge qui réagissait. Alors là, c'est absolument hallucinant, parce que la séquence Trocadéro est très, très paisible. À la fois par le public, c'est le plus grand meeting de la campagne malgré tout, la séquence est paisible et le discours est plutôt paisible aussi, donc c'est totalement délirant, quoi. Mais alors, Marine Le Pen, elle a aussi été diabolisée, Jean-Yves.
Bah oui et non. Alors, elle a été diabolisée, on y reviendra après le deuxième tour. Après le deuxième les tour. médias n'ont pas été tendres avec elle, quand même. Les médias n'ont pas été tendres avec elle, mais ils ont été tendres avec elle avant le premier tour. Puisque le méchant, vous savez, il y a aussi un côté scénarisation. Hein, et donc, dans la scénarisation du premier tour, il y avait le méchant Zemmour et la gentille Marine. Sur ce qu'ils appellent l'extrême droite, il y avait la gentille Marine et le méchant Zemmour. Et alors Marine Le Pen a bénéficié d'un certain nombre d'articles, de reportages, de séquences tout à fait favorables. Je prends l'exemple de cette une de VSD, groupe Lagardère, VSD, c'est un journal tout ce qui est de plus politiquement correct, qui a fait une hyper sympa pour Marine Le Pen, avec une photo où elle est belle, aimable, Tout sourire, et qui s'intitule la métamorphose. La métamorphose, famille, discours, idées, elle change tout. Alors, c'est pas neutre d'avoir ce type de couverture sur VSD, parce que VSD s'est vendu à 80 000 ou 100 000 exemplaires, c'est pas très important. Sauf que c'est dans tous les kiosques, en vue. C'est une publicité extraordinaire. Alors, en fait, au premier tour, le crapaud est devenu une belle fée merveilleuse. Et puis après le premier tour, la fée redeviendra crapaud. Voilà. On avait un article de BFM, par exemple. Petite, j'ai connu la violence politique, la parenthèse intimiste de Marine Le Pen en fin de meeting. Pareil pour l'image. C'est une image où on la voit souriante. Enfin, elle n'est pas sous un mauvais jour. Et Dominique de Montvalon, quoi qu'on pense de Marine Le Pen officielle, la mutation personnelle de la candidate est, à ce jour, l'événement le plus marquant, en tout cas le plus inattendu de la campagne présidentielle 2022, et ce n'est peut-être pas fini. Alors là, si c'est pas de la reconnaissance par le politiquement correct du politiquement correct, je ne sais pas ce que c'est. Bah oui, alors ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on parle de métamorphose, on parle de mutation avant le premier tour, et dès le soir du premier tour, quand elle est qualifiée pour le deuxième tour, alors là, on retape. Donc, vous voyez, il y a une opération. On l'aide, à la limite, c'est pas choquant de donner des bonnes images. C'est plutôt nouveau. Ce qui est choquant, c'est de ne pas du tout avoir le même ton, les mêmes images, le même contenu avant le premier tour et après le premier tour. Pourquoi ? Parce qu'avant le premier tour, globalement, on souhaite qu'elle soit finaliste. Et après le premier tour, elle est finaliste, mais là, il faut la battre. Oui. Voilà. Donc il y a vraiment une manipulation de l'opinion. On peut dire une chose ou l'autre, d'ailleurs. On peut dire elle est très méchante, on peut dire elle est très gentille. Oui. Sauf que là, on dit elle est très gentille avant de dire elle est très méchante. Enfin, du moins, ça marche. Ils ont été plutôt neutres avec elle, et c'est ça qui détonne avec le traitement habituel. Alors, en candidat comme en thème, les médias ont joué les favoris pendant cette campagne. Jean-Yves, si un thème s'était imposé avec la candidature Zemmour, c'était celui de l'immigration et de la sécurité. Et c'était un sujet qui a bien vite été évacué au profit de celui du pouvoir d'achat, qui laisse place, bien sûr, à toutes les promesses d'argent magique et qui n'engage que ceux qui y croient, bien entendu. Alors, effectivement, la logique d'une campagne présidentielle, on gagne ou on perd une campagne présidentielle si le thème qu'on porte est central. Bon. Et donc, les médias ont tout fait pour que le thème de l'identité, le thème de l'immigration, le thème de la sécurité soit progressivement évacué. Alors, il l'a été dans un premier temps avec le Covid. Et puis, quand le Covid a cédé la main, il a cédé la main au pouvoir d'achat. Alors, avec des sondages à l'appui, on voit d'ailleurs très bien le sondage de février par rapport à celui de janvier. Le Covid recule, le pouvoir d'achat avance. Et l'immigration et la sécurité sont derrière, puisque ce sont deux sujets connexes, mais qui sont présentés de manière séparée. Et puis le pouvoir d'achat, vous interrogez les gens sur le pouvoir d'achat, tout le monde est concerné par le pouvoir d'achat. Si vous êtes un Français périphérique, vous vous demandez si vous allez pouvoir faire un plein supplémentaire. Et si vous êtes un Français de la bourgeoisie macronienne, vous allez vous demander est-ce que je peux me racheter une deuxième Rolex ? C'est quand même un souci, quoi. Voilà. Donc le pouvoir d'achat, ça intéresse tout le monde.
c'est aussi une démarche un peu individualiste. Et puis le pouvoir d'achat, ça consiste à faire des chèques. Moi, je me souviens d'une interrogation, d'un entretien de Macron et de Marine Le Pen d'ailleurs, dans la dernière semaine précédant le premier tour, sur TF1, je crois, où ils sont interrogés sur le pouvoir d'achat et ils sortent le chéquier. Oui. Ils sortent le chéquier sans qu'à aucun moment on leur demande « Écoutez, d'accord, mais vous financez comment ?» Pendant le débat, par exemple, ma retraite minimum sera à 1 000 euros, et la mienne sera à 1 100 euros, et puis voilà, l'affaire est dans le sac. Ah oui, voilà, exactement. J'ai retrouvé quand même un sondage très intéressant de l'IFOP, la perception du climat de la campagne présidentielle. Pour vous, la campagne présidentielle a commencé dans un climat ennuyeux, parce qu'on ne parle pas des vraies préoccupations des Français, tendu car dominé par les candidats extrêmes, serein grâce aux propositions défendues par les candidats. On sait que ce qui est le plus révélateur dans un sondage, Jean-Yves, c'est la formule. La formule. Et les réponses proposées. Oui. Et là, c'est très marquant parce que ça montre quand même une volonté sous-jacente des médias et des instituts de sondage, qui sont un petit peu près la même chose, puisque les instituts de sondage répondent aux commandes des médias, de vouloir basculer les thèmes. Voilà. Basculer les thèmes de cette campagne, finalement. Oui. Et alors, il vous aura pas échappé quand même que le grand champion de la caste médiatique, à l'instar de 2017, c'était Emmanuel Macron, on vient d'en parler. Le président sortant que l'on espérait sortir a été particulièrement choyé par les journalistes, que ce soit, comme vous l'avez dit, Jean-Yves, sur son bilan catastrophique, sur les scandales, par exemple Alstom, McKinsey, Rothschild, j'en passe, Benalla, et même sur ses caprices quant à ses apparitions dans les médias. Oui, alors le bilan de Macron, il n'a jamais été abordé. 85 milliards de déficit commercial. Ça veut dire quoi, 85 milliards de déficit commercial ? Oui, ça dit comme ça, ça veut dire que quand les Français vendent 100 à l'étranger, ils achètent 105. Et la différence, ça consiste à vendre du patrimoine, à vendre des entreprises, à vendre des biens immobiliers à l'étranger. Donc, voilà. C'est en réalité, c'est comme si vous vivez sur 105 en gagnant 100, il y a un moment où ça va mal se terminer. Bon, ça on n'en a pas parlé. 600 milliards de dettes. 600 milliards de dettes. Voilà. Dans un pays qui est déjà, l'endettement est plus important, 125% de ce qui est produit annuellement. C'est quand même assez préoccupant. C'est l'affaire des Gilets jaunes, avec les éborgnés, avec les mutilés. C'est les scandales. Alstom, McKinsey, Rothschild, Benalla, les mis en examen qui pullulent autour du président. Pas de question, pas de sujet. Circulaire, rien à voir. Il a fait, Macron, il a évité de boucler les débats. 2, il en a fait un au début avec 2 journalistes particulièrement complaisants sur TF1 au mois de décembre. C'était le grand entretien du président de la République. À 116 jours du premier tour de la présidentielle, il accordera un entretien exceptionnel à Audrey Crespo et Darius Rochebin ce soir à 21h05. En fait, c'était du différé de plus de 4 jours, il me semble. Donc, la complicité TF1, Emmanuel Macron, qui font croire à un direct alors que c'est du différé, enregistré, monté, repris, retourné, etc. Et d'une absence de questions, aucune question, quoi. Juste, on sert les plats. Oui. Voilà. On sert les plats à Emmanuel Macron. Je préfère le débat avec les Français, disait-il, en expliquant qu'il ne voulait pas débattre avec les autres candidats puisque ce n'était pas nécessaire finalement. On se rappelle également de la conversation pas si spontanée, disait France Inter dans un effort d'euphémisme, du candidat Macron à Poissy, où finalement un maire qui organisait une rencontre avec Emmanuel Macron dans sa ville avait donné les questions des intervenants à Macron, avait choisi des macronistes pour l'interroger. Enfin, oui, ses adjoints en général, donc d'une grande indépendance. Ouais. Et on se rappelle par exemple de Marianne qui faisait une en mars 2022, début mars, celle du 3 mars. Le système existe et il a un candidat, donc une affiche, une une plutôt anti-Macron, oui, plutôt sceptique vis-à-vis de Macron. Et au dernier moment, Daniel Kretinsky, pendant l'entre-deux tours, qui fait changer de une. Vous pouvez revenir peut-être un petit peu. Voilà, alors on en a parlé, je crois, la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Et donc, il y avait une de Marianne entre la
colère avec la photo de Macron et le chaos, la photo de Marine Le Pen, ce qui était quand même déjà assez fort, et M. Kretinsky, le patron, l'oligarque a fait sa fortune, je l'ai dit, dans les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon. Hein. Quand vous avez des poussières de charbon, que vous avez de la pollution à Paris à cause des poussières de charbon, vous pouvez remercier M. Kretinsky. Bon, il a fait changer la une avec, malgré la colère, éviter le chaos, donc une consigne de vote. Et ça, c'est très intéressant, si vous voulez, puisque vous avez un journal qui est présenté comme un journal rebelle, contestataire, mais dont le propriétaire est un grand oligarque qui ramène sur le vote Macron au moment décisif. Vous voyez, même des journaux qu'on pourrait croire un peu critique, hein, oui. Un peu rebelle, oui, vous parlez, c'est du rebelle à note de frais. Hein. Bon, s'aligne au moment décisif. On peut quand même saluer le fait que Marianne ait été à peu près le seul journal à consacrer des séries et des séries d'articles sur les différents scandales de Macron, ce qui n'a pas été le cas de tous les journaux. Oui, mais c'est un peu la soupape de sûreté, si vous voulez. Voilà. Oui, voilà. Au dernier moment, au dernier moment, on se rabat. Alors, si on résume un petit peu, Jean-Yves, finalement, il y a le Covid qui montre Macron comme un chef de guerre face à la maladie. Il y a ensuite l'Ukraine, mais on le verra après. Il y a le thème du pouvoir d'achat imposé par les médias. Ils sont même allés plus loin que ça. Ils l'ont protégé des attaques formulées à son encontre par exemple, Éric Zemmour. Et c'est le 8e point de votre article, Jean-Yves. Voilà. Alors, je crois que à chaque fois qu'un candidat... Macron, tu protégeras. Macron, tu protégeras. À chaque fois qu'un candidat, pas seulement Éric Zemmour d'ailleurs, se permettait d'être un peu vif sur Macron, il était tapé par les médias. Tapé. Ça a été le cas pour Pécresse, ça a été le cas aussi pour Zemmour, où il avait utilisé à Villepin des formules un peu choc sur le côté plastique, masqué de Macron. Mannequin, automate, masque sans visage, automate, bon, adolescent qui se cherche éternellement. C'est pas mal trouvé, ça, adolescent qui se cherche éternellement. Et donc, ça devient dans les médias série d'attaques d'une rare violence. Et donc, ça vise à dissuader les attaques de Macron. Lors du meeting du Trocadéro, encore une fois, le plus grand meeting de la campagne, il y a eu quelques cris Macron assassin qui visaient sa politique sécuritaire. C'est devenu un scandale. C'est devenu un scandale parce qu'il ne faut pas attaquer Macron. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'il a été très peu attaqué dans la campagne par ses concurrents qui se sont retenus parce qu'ils savaient que s'ils étaient trop vigoureux contre Macron, à ce moment-là, les médias diraient qu'ils sont excessifs, qu'ils sont extrémistes, qu'ils sont que sais-je encore. Voilà. Fameuse fenêtre d'Overton. Fenêtre d'Overton, Macron, tu ne critiqueras pas. Voilà. La macronscopie. Alors, à tout cela est venu s'ajouter, bien évidemment, la guerre en Ukraine, que finalement personne n'attendait, mis à part quelques spécialistes très érudits sur la question, que personne n'a écouté. Mais enfin, cette guerre a eu quand même. Si vous voulez, personne n'a écouté, parce que, objectivement, les Américains disaient il va attaquer. Mais les Américains ont tellement menti par le passé. Sur les armes de destruction massive, enfin que sais-je encore, qu'on disait allez, il nous raconte ça, mais ça ne doit pas être ça. Et là, en l'occurrence, ils avaient raison. Oui. Voilà, faut bien dire la chose. C'est la fable du petit garçon qui crie au loup. Oui, là pour le coup, il y avait le loup, quoi. Voilà, ouais. Alors donc, quand même, cette guerre, elle a eu la double vertu en France de servir à la fois d'instrument de diabolisation des opposants à Macron, du camp national, on va dire, et de valoriser le chef d'État impopulaire. Chef de guerre. Redonner le chef de guerre, le chef de paix aussi, puisque on a présenté ses déplacements à Moscou, on l'a présenté à un moment comme le sauveur de la paix. Alors, ça n'a pas marché. Mais... Ce qu'il faut retenir, mais on a dit tout ça déjà dans les immédiats précédents, mais on revient parce que les gens ont peut-être oublié. Ce qu'il faut retenir de la visite d'Emmanuel Macron à Moscou, Vladimir Poutine a assuré être disposé à tout faire pour trouver des compromis et éviter une escalade militaire dans le conflit russo-occidental autour de l'Ukraine, assurant que ni lui ni Emmanuel Macron ne veulent d'une guerre Russie-OTAN. Pour Emmanuel Macron, il est encore temps de préserver la paix, dit BFM. Et alors, ça,
honnêtement, je dois dire que Jean-Yves, c'est peut-être mon article préféré de ces 6 derniers mois où j'ai travaillé sur Immédiat avec vous. Macron-Poutine dans le secret de leur conversation téléphonique. Le fil est ténu. Celui qui maintient encore éloigné le spectre d'une guerre en Europe, voire dans le monde. C'est une ligne téléphonique sécurisée, celle qui relie Paris et Moscou, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Depuis le début de la guerre, ils l'ont activée à 4 reprises, 14 fois depuis le mois de décembre. Macron est en train de sauver le monde. C'était, il me semble, au tout début de la guerre, ou peut-être même quelques jours avant le déclenchement de la guerre. Tout ceci en occultant le fait, finalement, qu'il y a un démenti à la fois du Kremlin et puis des journaux de la presse internationale, finalement. Le New York Times disait « La Russie sort Macron de l'équation après la visite de Macron en Russie. El País, la Russie dément l'Élysée, affirme que le Paris n'est pas l'interlocuteur approprié. » On voit bien que ça a servi de faire valoir énorme. Ça a servi de faire valoir électoral. Là, en l'occurrence, c'est le Figaro. Enfin, Figaro ne nous déçoit rarement, il faut bien le dire. Et en fait, pourquoi Macron n'est pas pris au sérieux par Poutine et par les Russes? Parce que c'est pas lui qui décide. C'est le petit télégraphiste des Américains, donc autant s'adresser directement aux Américains. Pourquoi passer par Macron? Mais la presse française, évidemment, n'a pas dit ça. Elle l'a présenté comme l'homme vers lequel il fallait se tourner en cas de guerre et l'homme qui cherchait à protéger la paix. Enfin, ça l'a beaucoup servi, quoi. L'international sert toujours le président, de toute façon. Donc là, en l'occurrence, oui, là, c'était une aubaine. Il en a bénéficié. C'est assez naturel, c'était sans doute assez inévitable, mais les médias ont quand même bien aidé à promouvoir son récit. Oui, et puis le récit, il comporte également tous les traitements favorables qu'on a fait et qu'on fait toujours encore de Zelensky, le président ukrainien. Oui, absolument. Alors que dans une guerre, présenté comme un héros de la démocratie. Bien sûr, dans une guerre, il y a deux types d'opérations. Il y a des opérations proprement militaires, où les gens s'échangent des coups de canon, s'échangent des bombes. Et puis il y a les opérations médiatiques. Il y a la guerre médiatique où chacun s'échange des informations au mieux biaisées. Voire des bobards. Donc évidemment, il faut être très méfiant vis-à-vis de ce que les Russes peuvent communiquer, mais il faut être aussi méfiant vis-à-vis de ce que les Ukrainiens peuvent communiquer. C'est la moindre des choses, ce que n'ont absolument pas fait les médias, qui ont été quand même très, très univoques dans cette affaire. 10e commandement et dernier point de votre article, Jean-Yves. Marine Le Pen, tu rediaboliseras. C'est le dernier point et le mot de la fin, si je puis dire. La trêve entre la caste journalistique et le Rassemblement national n'était qu'intéressée et circonstancielle, on l'a bien vu. Marine Le Pen, une fois au second tour, a été diabolisée de plus belle, comme peut-être difficile à dire, mais elle a peut-être été encore plus diabolisée qu'en 2017, puisqu'elle était encore plus menaçante cette fois-ci. Voilà, et puis alors, au fond, le fait d'avoir été dédiabolisée avant le premier tour a affaibli son système immunitaire par rapport à la diabolisation. Et donc la diabolisation est revenue rapidement, en 2 ou 3 jours, parce que les médias ont été obligés quand même de changer de pied, quoi. Oui. Ah, elle est plus gentille, non, vous avez dit qu'elle était gentille, non, c'est une erreur, elle est méchante. Voilà, donc ils ont mis 2-3 jours, et puis alors après, ils ont quand même canonné, l'Obs, l'Observatoire, Alerte Nationale. Alors, même remarque que celle que j'ai faite pour VSD. C'est pas tellement l'Obs, c'est pas lu maintenant par grand monde, mais c'est les couvertures. Et donc c'est comme des affiches électorales, mais vues par vraiment tout le monde et dans une ambiance neutre. Alors l'Obs nous explique, elle pourrait déclencher 48 000 Hiroshima. Et détruire la Terre, ça fait peur. Le Pen à l'Élysée, le danger se précise, dit Libération. On ressort également les dossiers sur Poutine qui datent de 2014, 2017, au choix. Alors c'est vrai que sur Poutine,
on avait plutôt, au moment de la guerre d'Ukraine, c'est plutôt Zemmour qui a servi de paratonnerre, alors qu'on aurait pu sortir, au moment de la guerre d'Ukraine, on aurait pu sortir deux choses, à savoir que Marine Le Pen avait rencontré Vladimir Poutine en 2017, avec une très belle photo d'ailleurs, et elle a un prêt russe qu'elle a obtenu il y a 7 ou 8 ans, qu'elle n'a toujours pas remboursé, donc elle avait deux vulnérabilités qui n'ont pratiquement pas été évoquées au moment du début de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'il fallait en parler. Non, on n'en a pas parlé à ce moment-là. Bah, on a flingué Zemmour à l'époque et on a gardé la cartouche pour le deuxième tour. Alors là, le deuxième tour, on y allait à fond, le prêt russe, la visite avec Poutine, les déclarations sur la Crimée, là, bam bam. Oui, les vieux dossiers, comme toujours. Alors, présidentielle, Marine Le Pen prête à saborder les alliances étrangères de la France. Voilà, itemis à est, la messe est dite. Tout est en nuance, tout est en nuance. Voilà. Donc, finalement, si on devait résumer, c'est 10 commandements du journaliste, Jean-Yves. Bah écoutez, honnêtement, bravo les gars, ils ont obtenu au fond leur contrat, le contrat des oligarques qui dirigent la presse, on va dire. Le contrat des oligarques qui dirigent la presse, c'était la réélection de Macron. Les oligarques ou les chefs de service public, c'était de réélire Macron, c'est fait. Voilà. Et objectivement, l'élection a toujours été biaisée. Vous voyez, je regardais hier un article de l'Express, une interview dans l'Express du patron de Michelin. Michelin est une grande entreprise française, conservatrice, un des rares fleurons industriels qui nous reste. Il disait, voilà, il y a un problème en France, il n'y a plus de projets collectifs, il n'y a plus de projets français, et on a vraiment un souci avec l'instruction, la transmission, l'éducation nationale, l'apprentissage. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est très bien ce qu'il disait. L'Express trouvait ça d'ailleurs très bien. Sauf que à aucun moment, un candidat à la présidentielle ne pouvait parler sereinement de ces questions-là, de projets français, d'enthousiasme français ou d'instruction, sans être matraqué par la presse. Et donc, ce grand patron disait, ben oui, les hommes politiques ne traitent pas ces sujets-là. Ils ne traitent pas ces sujets-là parce que s'ils traitent ces sujets-là, ils sont flingués par les médias. Et quand ils les traitent, ils sont flingués par les médias. D'où le fait que Marine Le Pen ait choisi de parler d'autre chose et avant de se faire flinguer d'ailleurs par les médias au deuxième tour, et que Zemmour, qui a abordé ces sujets-là, a pris une violente campagne médiatique contre lui. Les médias, aujourd'hui, les médias contrôlent l'opinion. Nous sommes dans une société de propagande. Une société de propagande. Vous avez également utilisé le terme de post-démocratie dans votre article. Bah oui, parce que le vote est plutôt fait pour donner une onction, une apparence de légitimité au pouvoir, et il n'est pas fait réellement pour choisir qui est au pouvoir. En conclusion, Jean-Yves, je vais vous citer une intervention de David Engels qui s'exprimait au colloque de l'Institut Iliade le 2 avril dernier. Ça ne vous aura pas échappé, j'imagine, puisque vous y étiez. L'ensemble du système politique actuel, malgré le pluralisme formel, est si unilatéralement dominé par le libéral-gauchisme qu'il rend une victoire électorale globale de la droite impossible dans les faits et ne peut donc être qualifiée de démocratique que dans une mesure limitée. Qu'il s'agisse de l'orientation gauchiste des médias, de l'école, de l'université, du monde professionnel, des institutions de l'État ou des fonctions publiques, partout, la synchronisation idéologique est telle que seules des infimes nuances de gauchisme semblent être tolérées, tandis que tout mouvement patriotique culturel est soit étouffé, soit désintégré de l'intérieur, soit discrédité ou éradiqué. Et je trouve que c'est une bonne conclusion. Oui, parce qu'effectivement, oui, c'est une très bonne conclusion. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à combattre, mais il faut être lucide et garder l'esprit critique. Merci Jean-Yves, merci à tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une émission, comme d'habitude, on reprend notre immédiat traditionnel.